Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Richie Thibault qui est encore de nouveau devant les juges. Bonjour Richie, est-ce que tu peux nous expliquer quel est cet énième épisode judiciaire en Macronie? Alors, bonjour à tous. Merci Alexis, pour, cette invitation et pour le travail que tu effectues qui est, assez précieux. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle, Richie Thibault, j'ai 22 ans et je suis arrivé, à la politique alors que rien ne m'y destinait, étant le fils, d'une mère gitane et d'un père manouche, lors du mouvement des gilets jaunes, en acquérant une conscience politique sur les ronds-points. Ça a été extrêmement enthousiasmant, émancipateur pour moi et il s'avère que, j'ai fait ça, donc je suis arrivé à la politique dans le sud-ouest, sur les petits ronds-points de la Gironde et la Dordogne et je suis arrivé à Paris en fin 2022, début 2023, pour, poursuivre mes études. J'ai validé une licence en histoire et je suis désormais, étudiant, à l'école des hautes études en sciences sociales et également pour travailler parce que quand on vient d'un milieu populaire, on est obligé de travailler, en parallèle, de nos études et dans le même temps, outre ces éléments, personnels, j'ai eu un engagement, public, politique pour dénoncer, la violence de l'État français, de la République française contre toutes celles et ceux qui sont relégués dans les marges et ça me vaut une intense répression. Je parle au présent parce que ça ne s'arrête pas. En prenant lecture, notamment du dossier dont je vais vous parler dans quelques instants, j'ai pu constater que les services, de renseignement de la préfecture de police de Paris avaient décidé de me mettre une fiche S, à partir d'octobre 2023, soit quelque temps après, pour ceux qui s'en souviennent, mon interpellation à la Fête de l'Humanité d'Édouard Philippe, lors de son débat avec Fabien Roussel, lorsque je lui avais pris le micro et que je lui avais dit, qu'il n'avait rien à faire ici car c'est un éborgneur et donc c'est à ce moment-là que les services de renseignement et les services de police au plus haut sommet de l'État se sont mis sur mes côtes, si je peux le dire ainsi. J'ai Mmh. passé depuis lors, plusieurs centaines d'heures en garde à vue. J'ai pas fait le compte exact, mais c'est des dizaines de gardes à vue et de convocations, y compris à la direction de la police judiciaire. Donc c'est pour vous dire un peu les proportions que ça prend et je me retrouve dans les prochains temps, dans les mois qui viennent, avec au bas mot 5 procès pardon, lapsus révélateur, 5 Ouais, procès pour uniquement des propos. C'est-à-dire c'est qu'on me ça pour des reprochera mots, hein. une Aucune action. action de dégradation, rien du tout, rien de condamnable en fait par la justice, simplement des mots. Tu avais rappelé qu'Édouard Philippe était un des borgneurs. Bon, bah, oui, moi je suis d'accord, et malgré ça, la justice qui n'a pas le temps de s'occuper des dossiers de pédocriminalité, et bien persécute des citoyens français, comme toi. Je t'avais invité aussi lors de la sortie de ton livre, hein, sur, cette sortie que tu avais aussi sur Macron et le fait que c'est 1789, on peut faire tomber un roi comme on l'a fait par le passé. Enfin, je ne sais plus quelle était la formule exacte, mais là encore, rien de grave. Comment t'expliques que la justice décide de jouer ce jeu de la coercition, de l'intimidation, et on va dire du délit d'opinion, puisque c'est de ce dont il est question là? Bah, il faut être clair, la justice n'est pas, indépendante, en tout cas en ce qui Ouais. concerne, les magistrats du parquet, les parquetiers et parquetières, qui, sont, vraiment en collision avec le pouvoir exécutif, notamment, la chancellerie, donc le ministère de la Justice et le président de la République et en ce qui me concerne, l'ensemble des poursuites sont du fait, du ministère public, donc du parquet, du procureur, enfin des procureurs de la République, hem et ce qui est assez dingue et particulièrement violent, c'est aussi les pratiques. C'est-à-dire que, ce qui se passe et en ce qui concerne le prochain procès pardon, que je vais avoir qui est donc ce 8 juillet, là dans quelques jours, à 13h30 devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris qui se situe, donc à Porte de Clichy. Quel est le dossier? Le dossier, il reprend une série de discours, de prises de parole que j'ai pu faire dans l'espace public, en manifestation notamment, ou des tweets sur les réseaux sociaux, sur la plateforme X, ainsi que, si vous voulez, donc des prises de parole dans des médias. Ça, c'est d'autant plus choquant. Je suis notamment poursuivi pour une interview que j'avais accordée à Beurre FM et une autre, chez Hugo Perchoir, dans le cadre de mes activités politiques en tant que militant, en tant que porte-parole aussi de plusieurs structures, collectives et donc, je suis désolé, hein, c'est assez dense, mais pour que vous ayez, un peu Mmh. vous que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. On me reproche, par exemple, le premier fait date du 23 septembre 2023. C'est un discours que j'avais, tenu lors d'une manifestation contre les violences et les crimes policières et j'avais notamment, rendu
hommage et rappeler, les violences de l'État, ces dernières, années. Et notamment, j'avais parlé d'Angelo Garand parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis voyageur et il s'avère que chez nous, il y a beaucoup, de gens qui succombent sous les balles, de la gendarmerie, de la police nationale, et c'était le cas d'Angelo Garand, qui était un voyageur de 37 ans qui a été, abattu par une unité d'élite de la gendarmerie nationale, à savoir une unité du GIGN. Et il y a eu un déni de justice absolu. La famille n'a pas eu le droit jusqu'alors à aucun procès, et pour avoir fait Mmh. ça et pour avoir dit que, et c'est cette partie-là du discours qui m'est reprochée en particulier, qu'il fallait traquer les vrais responsables et que les responsables principaux, certes, c'était les tireurs, mais c'est aussi et avant tout peut-être même, ceux qui donnent les ordres, donc les responsables politiques. À l'époque, c'était Darmanin au ministère de l'Intérieur et donc Macron, en tant que président de la République. J'avais appelé les traquer. Le préfet de police de Paris m'avait signalé, au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, et donc ça a été le cas pour tout un tas d'autres discours que j'ai fait en manifestation. Alors à chaque fois, soit c'est Laurent Nunez quand il était, à la préfecture de police qui m'a directement Ouais. signalé, soit c'est le ministère de l'Intérieur, donc sous Nunez et sous Retailleau. Soit ce sont aussi une myriade de signalements féroces, et là ça rappelle les pires heures de notre histoire et en termes de collaboration, où ce sont des macronistes fanatisés qui ont fait des dizaines, voire des centaines de signalements en ligne contre mes propos, et donc le parquet a été extrêmement réactif. Et comme tu le dis, c'est particulièrement étonnant quand on voit, finalement leur inaction, dans la répression, Ouais. de la pédocriminalité notamment, et ça fait, grand débat en ce moment à juste titre. Donc voilà, ce sont des discours qui ont été signalés par, les autorités, et alors sur les comment le parquet a décidé de qualifier ça, là c'est d'autant Ouais. plus intéressant. Ils ont décidé de qualifier les poursuites comme atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, Ah considérant carrément. Donc une ouais. critique politique devient, atteinte aux intérêts de la nation. Mais c'est délirant. Enfin, ça n'a aucune chance d'aboutir. C'est une perte de temps, c'est simplement pour faire pression sur toi, mais enfin, comment on peut une seconde penser que ça tient quoi, comme accusation? Alors il y a 2 choses. Premièrement, ce qui est il faut le rappeler, c'est vrai que c'est assez ubuesque au sens littéral du terme, parce que moi, je le dis clairement et je le revendique, je ne porte pas, bon, il reste à déterminer ce que signifie la nation, mais admettons que la nation, ce soit donc le peuple français et l'intérêt commun et collectif. Je ne Ouais. considère pas porter atteinte à cet intérêt commun et collectif. Par contre, je l'assume et je le revendique, je porte atteinte à des intérêts particuliers. Ceux de la Macronie, ceux des grands groupes, des millionnaires et milliardaires, celles et ceux qui en somme sont responsables des maltraitances dans ce pays, de la misère qui prolifère et de la mort aussi. Parce que, on pourrait parler des gens qui meurent, d'accidents du travail à défaut de sécurisation et de mesures, Bien sûr, bien à sûr. la hauteur. On pourrait parler des gens qui meurent, soit de froid ou de chaud en raison de la misère, de toutes celles et ceux qui chopent, des maladies, de plus en plus récurrentes à cause, de ce capitalisme, écocidaire, où seule la chose qui compte, c'est de faire du profit au détriment de la santé et de la vie des gens. Donc voilà, eux, ce sont la mort, et moi je suis fier de porter atteinte à leurs intérêts particuliers et de défendre un intérêt que je considère au contraire collectif. Et ce que j'ai envie de dire, et c'est la ligne de défense qui sera la mienne, c'est que ces gens-là qui me poursuivent et qui sont à l'initiative des poursuites contre moi portent, eux, atteinte aux intérêts fondamentaux de l'humanité. Eh bien moi, Mmh. je préfère, porter atteinte aux intérêts fondamentaux de leur nation, dont, la définition est biaisée de leur point de vue, que de porter comme ils le font atteinte à nos intérêts fondamentaux à nous en tant qu'êtres humains. Et alors sur, quand tu dis: «Ça n'a aucune chance d'aboutir», effectivement, si on avait, chacun des faits qui sont isolés, donc il y a 11 faits concernés, on pourrait se défendre, très correctement et gagner l'ensemble des procédures. Or, le parquet a décidé de manière, complètement, arbitraire, injuste et inéquitable de, regrouper 11 faits dans un même procès, 11 discours, en se disant que finalement, les magistrats, y compris s'ils sont, honnêtes intellectuellement et objectifs, me relaxeront sur, 10 des 11 faits, mais seront obligés en quelque sorte inconsciemment par principe, de faire une condamnation Ouais, salariée pour l'un ouais. d'entre eux. Et c'est là où c'est hyper pervers comme logique et hyper, arbitraire. Et donc, je vais, lors d'une audience d'une journée, j'espère qu'elle ne sera pas renvoyée comme c'était le cas de tous mes procès jusqu'alors, puisqu'ils ils ont peur aussi de faire face à une défense politique, revendicative et offensive telle que celle que je conçois. Et donc, on se fait, et il y a aussi également, des faits, alors ça c'est complètement ubuesque, d'incitation à la haine raciale. Enfin, je veux dire, moi j'ai pris la parole dans une manifestation pour dénoncer le génocide des Palestiniens. J'ai fait une prise de parole commune avec l'Union juive française pour la paix, et notre angle, c'était la mémoire commune de 2 peuples ayant subi des génocides, le peuple juif et Mmh. les peuples roms. On a pris la parole avec cet angle-là. La femme Géraldine, ma camarade de l'Union juive française pour la paix, dont les ancêtres ont été déportés, précise
qu'il faut se soulever face à ce qui se passe en Palestine. Elle utilise le mot intifada en disant que pour les Palestiniens, ça désigne le soulèvement et que pour elle, en France, ça doit donner lieu à des occupations, des manifestations. J'enchaîne en utilisant le mot après qu'elle l'ait défini et le parquet décide de me poursuivre pour incitation à la haine raciale. Vous voyez comment c'est insultant, comment c'est orwellien et comment c'est écœurant. Et Et puis comme dans c'est les une manipulation, ouais, c'est terrible. C'est vraiment une instrumentalisation, une manipulation de l'outil judiciaire qui est terrible. Tout à fait et alors dans les autres poursuites aussi pour vous donner un peu un aperçu, même si je peux pas revenir sur tous les propos, Ouais. il y a aussi, Laurent Nunez. Moi, Laurent Nunez, c'est un type contrairement enfin, j'ai pas la mémoire courte et pour moi la mémoire et le travail historique, c'est la raison pour laquelle j'ai fait de l'histoire, y compris sur le temps présent, c'est extrêmement important et je me souviens que ce sale type, il était secrétaire d'État, et il était notamment au 1er rang dans la répression des gilets jaunes qui a été sanglante et moi je pense toujours constamment à mes amis, puisque je les vois, Vanessa, Jérôme, David, Manu, qui ont été éborgnés, qui sont traumatisés à vie et dont la vie est absolument détruite et brisée. Et Mmh. donc, j'ai qualifié un jour ce mec lorsqu'il a été nommé ministre de l'Intérieur. J'ai dit, bah, en gros, je paraphrase, mais c'est une fonction parfaite pour une pourriture dans ton genre. Parce qu'effectivement, pour être ministre de l'Intérieur, il faut être un sous-fifre zélé. Et on Oui, il peut faut faire le dire. facilement un pourriture, c'est quelque chose, vous le savez, pour ceux, enfin, il ne faut pas être diplômé en lettres, c'est quelque chose qui pourrit. Qui pourrit l'espace, les choses, l'environnement. Et donc, moi, je considère que la politique que mène ce type, la fonction qu'il exerce, c'est une fonction qui pourrit la société, qui pourrit la vie des gens. Et c'est dans ce sens que j'ai utilisé le terme pourriture. Et moi, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'on me poursuit pour des mots, pour des discours, mais ce n'est pas de la violence. C'est des répliques légitimes face à leur violence à eux, parce que c'est eux qui ont l'arsenal de la violence. Ce sont eux les violents. Ce sont eux qui maltraitent. Ce sont eux qui font couler le sang et qui répriment la vie sous tous les aspects de cette dernière. Bah, ça, c'est la vérité, mais il y a aussi le fait que tu as été, assistant parlementaire, d'une députée, de la France insoumise. Est-ce que ça joue aussi, une sorte de procès politique? Je me rappelle que Yaël Braun-Pivet avait interdit aussi d'enceinte, de l'Assemblée nationale. Enfin, heu, ça ressemble quand même fortement à du harcèlement, tout ça. Écoutez, moi, les amis, je vais vous le dire franchement, j'ai pas un profil commun dans le monde politique. Voilà, moi, je vous l'ai dit, j'ai connu ce que c'était que, la misère, la violence de l'État. Je viens, d'une famille, gitane et manouche et yéniche. Mes arrière-grands-parents ont tous connu, et subi dans leur chair un génocide durant la Seconde Guerre mondiale. Certains entre 1939 et 1946, bien après la libération. Mon arrière-grand-mère, Marie Azaïs, a été, internée, dans le camp de concentration pour nomades de Jargeau, qui est aujourd'hui devenu un collège. La famille de ma grand-mère, alors qu'elle avait réussi à se cacher avec ses parents, et certains de ses frères et sœurs, a été ma grand-mère maternelle internée dans le camp de concentration pour nomades de Mérignac, qui est aujourd'hui devenu, finalement là aussi une zone industrielle. Cette mémoire est totalement, occultée, mais c'est un autre sujet Ouais, et ouais, c'est un vrai sujet. d'autres de mes arrière-grands-parents paternels ont été assignés à résidence. Je veux dire, voilà, c'est ça mon histoire et quand on grandit avec ce rapport-là avec l'État, on a la rage et moi, l'État et la République française ont toujours silencié les miens, interdit les miens de prendre la parole et à partir du jour où j'ai compris que la parole pouvait être un outil politique extrêmement puissant pour faire respecter la dignité des miens et des nôtres, eh bien, j'ai décidé de la prendre avec radicalité et de ne pas mâcher mes mots. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je sais ce que c'est que la violence de ces gens-là. Je sais que Ouais. c'est eux qui ont l'instrument de la violence, qui ont les instruments et les outils de la violence. Je veux dire, eux, ils volent des vies, ils arrachent des vies de plusieurs manières. On ne va pas disserter pendant des heures ici, je le ferai à la tribune du procès. Alors oui, Mmh. face à ça, appeler à la mobilisation, appeler à l'organisation collective, appeler à l'autodéfense populaire, c'est une nécessité politique. Et pourquoi je vous dis ça pour répondre à ta question, je suis désolé, je digresse, Alexis, c'est que contrairement à beaucoup de politiciens, dire qui veulent gagner leur vie de la politique. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, je veux pas une carrière. J'aurais pu, hein, franchement, on m'a proposé de faire un storytelling, un narratif, on m'a fait des propositions de ce type-là. Mais la condition pour que je réussisse dans le monde politicien, que je distingue de la politique, qui est beaucoup plus noble à mes yeux, c'était Ouais. que je ferme ma bouche, que je parle correctement, que je parle la langue des politiciens et j'ai jamais voulu faire ça. Moi, quand je vois un politicien qui maltraite les gens, je lui dirai et je veux toujours pouvoir lui dire que c'est une pourriture. Et oui, ça fait que, du coup, ça me place dans une position, d'isolement parce que c'est pas bien vu et parce que, ce qui est à la cote de nos temps et surtout dans le monde politicien, c'est d'être hypocrite. Et l'hypocrisie, c'est pas le choix que j'ai fait et donc ça explique que, l'État, la justice, la police me répriment, mais aussi que je suis ostracisé,
dans un certain nombre de milieux, politiques et il faut le dire, j'ai été le premier assistant parlementaire de l'histoire de la République à être interdit d'entrer à l'Assemblée nationale Ouais. et à l'époque, il y a eu seulement 3 ou 4 parlementaires qui ont réagi publiquement, pour, dénoncer cette interdiction. Enfin, je veux dire, voilà où on en est et là, pour le coup, Ah moi, ouais, je suis c'est la lâcheté totale et l'hypocrisie qui est vraiment ce qui fait, le ciment des dictatures, en fait. Les gens, alors qu'ils ont les moyens aujourd'hui, qui ont encore les capacités, d'avoir, un minimum de courage ou simplement de porter ses valeurs, ne pas le faire, c'est s'assurer, le pire. Parce que quand on voit des choses indignes comme ce qui t'arrive, bah, faut les dénoncer comme telles. Or, ce que je vois, c'est oui, une hypocrisie flagrante de gens qui pensent qu'ils seront à l'abri. Or, vu la tournure que prend, le régime, personne ne sera à l'abri, personne. oui, évidemment et moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui et ce qui continue à m'arriver, ça va vous tous vous arriver demain parce que, toutes les répressions, elles sont destinées à être généralisées. Parce qu'il y a des gens Ouais, sur qui on expérimente. Une fois qu'on s'aperçoit que ça fonctionne et que personne ne dit mot, eh personne bien, bouge. puisqu'il y a un consentement, on écrase encore plus et on généralise l'écrasement et le piétinement des droits et des libertés, publiques fondamentales Ouais. et donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était très dur. C'était très dur de comme ça, y compris par les gens avec qui je travaillais. Moi, je parce que j'ai jamais été membre de la France insoumise ni de Mmh. parti politique traditionnel. J'ai toujours tenu à garder ma liberté, ce qui n'empêche que j'ai travaillé, avec, certains d'entre eux pour faire avancer des causes, y compris la question de la lutte contre l'antiziganisme qui me tient particulièrement à cœur et sur laquelle je viens d'écrire un ouvrage aux éditions Libertalia qui s'appelle, «Voleurs de poules, combattre l'antiziganisme». Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pourrez en prendre lecture et savoir de quoi il retourne. Eh bien, j'ai décidé Mmh. d'aller là-bas pour faire avancer ces questions-là. Et j'ai fait des choses très concrètes. J'ai rédigé une proposition, de résolution, la première pour reconnaître le génocide des Roms et des voyageurs qui 80 ans après n'est toujours pas reconnu, et ce qui était particulièrement éloquent. J'ai, refondé le groupe, d'études, Gens du voyage, j'ai écrit le 1er rapport parlementaire sur l'antiziganisme, j'ai écrit à plusieurs préfets de l'ensemble du territoire hexagonal pour permettre à des familles d'être raccordées à l'eau et à l'électricité au XXIe siècle en France, et donc je suis content de l'avoir fait. Par contre, j'en ressors avec une conviction que j'avais déjà, mais qui a été confortée, c'est que c'est pas là-bas qu'on va tout changer. Mmh. Le rapport de force, il se situe vraiment, dans la rue, dans l'auto-organisation collective. Je veux dire les institutions, c'est bien, d'y être pour faire écho à nos voix, pour avoir une tribune, mais le rapport de force, il doit venir de l'extérieur. Il doit venir de la rue à mon sens et je dis pas ça, dans une esthétisation, une idéalisation de la révolution, de l'insurrection. C'est un constat factuel. À chaque fois qu'on Mmh. a, obtenu des droits supplémentaires, on les a arrachés. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait que le peuple n'a que ce qu'il arrache ou un truc comme ça pour paraphraser, hem et donc le roi ne lâche que quand le peuple arrache, un truc du genre. Je trouvais Mmh. une très belle formule et mon premier bouquin, je l'avais appelé en ce sens, «Arrachons une vie meilleure», conscient qu'il y a que ce qu'on arrachera par la force, qu'on pourra, obtenir. C'est pas en quémandant, en enchaînant les génuflexions, en courbant l'échine, qu'on va se faire respecter et c'est la raison pour laquelle, lors de ce procès du 8 juillet, donc devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, à Porte de Clichy, je vais faire le choix d'une défense particulièrement offensive et je vais, avoir à mes côtés une vingtaine de témoins, de moralité, de témoins, sur les faits, donc parmi lesquels plusieurs chercheurs en sciences sociales, parmi lesquels, le héros de l'autodéfense populaire, qui à la seule force de ses poings a fait reculer une armada de gendarmes mobiles qui tabassaient des gilets jaunes et notamment, Gwenaëlle, une femme, handicapée au sol en janvier 2019 sur la passerelle Léopold Senghor. Donc Christophe Détinger, vous l'aurez Bien compris, qui sûr, ouais. sera, témoin de moralité à mes côtés. Il sera témoin, notamment sur la question de l'autodéfense populaire parce que je suis poursuivi, là aussi, pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, pour avoir dit qu'il fallait organiser l'autodéfense populaire. Vous voyez à quel point là aussi c'est dingue. Il y aura également, donc Aurélie Garand qui est la sœur d'Angelo Garand, le voyageur, tué dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a jamais eu un procès public en France et qui va utiliser cette tribune et l'audience, dans laquelle je suis poursuivi pour parler de son frère pour la première fois publiquement dans un Mmh. tribunal et donc l'idée, c'est vraiment d'inverser totalement. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils vont pas nous laisser aller au bout. Donc c'est la raison Ouais. pour laquelle, je vous invite à venir nombreux pour qu'on soit le plus nombreux possible dès midi sur le parvis du tribunal, à Paris Porte et de dans la Clichy. à Porte de Clichy, tout à fait et pour qu'on soit très nombreux aussi dans la salle d'audience pour faire un rapport de force
Parce qu'il y a un risque, au vu de ce que je vais leur mettre à la figure et ils sont pas habitués, que je sois, embarqué et poursuivi directement dans le tribunal pour outrage, au parquet, outrage au tribunal. Et il y a aussi un risque que nos témoins ne puissent pas aller au bout de leur témoignage, Ouais, puisqu'ils vont vouloir expédier le jugement. Donc il y aura mes 3 avocats à mes côtés, Benjamin Giaco, Alexis Baudelin et Henri Braun, qui font ça par conviction, mais qui passent beaucoup de temps et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi lancé une cagnotte dont Alexis pourra vous partager le lien, qui ouais, vise il à sera en commentaire, hein, bien sûr. Merci beaucoup. C'est ça vise à financer cette défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire payer les citations d'huissier puisque lorsqu'on veut faire, citer un témoin, ça peut aller jusqu'à, plus de 200 € par citation d'huissier, à payer aussi les transports des gens qui viennent témoigner un peu des 4 coins de la France et à rémunérer les avocats puisque, bah, ils travaillent sur ce dossier et au vu du nombre de faits et du nombre de procès qui m'attendent, j'en ai dit je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, j'en suis à 5, mais il y en a d'autres qui vont arriver, et bien, il faut apporter une réponse collective parce que quand on m'attaque moi, on nous attaque collectivement. On attaque, nos Ouais, leaders politiques, nos convictions politiques et si je tombe, d'autres tomberont derrière moi et il faut pas reculer et donc la meilleure défense, ça j'en suis conscient et on est nombreux à l'être conscients, c'est l'attaque et donc c'est la raison pour laquelle je vais être, particulièrement offensif à la tribune. Je vais citer les noms de toutes celles et ceux qui ont été, éborgnés, mutilés durant le mouvement des gilets jaunes, y compris, si ça prend, beaucoup de temps et je vais, vraiment, heu, profiter de ce moment, pour, faire écho à la voix de toutes celles et ceux que l'on n'entend pas, habituellement dans les tribunaux et il faut savoir aussi quelque chose, c'est que souvent quand on est poursuivi dans un tribunal et moi j'ai été assisté à beaucoup d'audiences, les gens sont impressionnés par le cérémonial, par ouais, les juges et donc n'osent souvent 2 fois rien dire, dans leur intérêt, puisqu'ils se disent que en rentrant à la figure, et dans la ganache, des magistrats et notamment des parquetiers, ça pourrait être contre-productif. Pour ma part, j'en ai vraiment, rien à foutre. Je m'entends pas dans le coquillard et ce que je veux dire par là, c'est que j'assume frontalement, de leur rentrer à la figure et d'inverser le cérémonial. Puisque habituellement, ils en profitent dans les tribunaux pour humilier les gens. Le choix que c'est je ça. fais, c'est d'inverser cette humiliation et ça va leur faire du mal et dès le début de l'audience, quand je vais arriver à la tribune, je vais dire au parquetier qu'il va passer un mauvais quart d'heure et plus qu'un mauvais quart d'heure, quelques heures désagréables, puisqu'il va connaître ce que c'est que l'humiliation. Parce qu'en fait, vous voyez, derrière chaque garde à vue, derrière chaque procès, derrière chaque fait de répression, il y a des acteurs, il y a des petites mains et parmi les petites mains, il y a les policiers, il y a les officiers de police judiciaire, mais il y a aussi les magistrats. Ça sort Bien pas de sûr. nulle part cette répression et cette violence. Il y a des responsables, il faut les désigner, il faut en être conscient et en l'occurrence, les parquetiers en font partie, les parquetiers zélés et c'est la raison pour laquelle, je vais les attaquer avec force. Mmh. Et comment ça se passe quand tu vas en garde à vue pour rien? Enfin, les policiers qui font ça, quels sont tes rapports avec eux? Ils commencent à te connaître, j'imagine. Il y a pas un ras-le-bol aussi de la part de ces petites mains, à un moment de dire: «Mais on n'a pas à faire ça, c'est pas notre métier»? Alors franchement, enfin, moi, ce qui est dingue un peu, c'est que ça les ordres d'arrestation et d'interpellation sont donnés directement par la préfecture de police de Paris, Mmh. et les commissaires divisionnaires de Paris, ils sont deux-trois, principalement à être connus, notamment le fameux Tommy Lecorse, qui est un commissaire, véreux qui a été promu par la Macronie, grâce à sa répression des gilets jaunes et dont le frère est un mafieux, corse qui a fait sa fortune sur l'extractivisme en Afrique et qui continue à le faire et qui en fait, dans les années 2010 me semble-t-il, donc Tommy Lecorse, le commissaire divisionnaire actuel à la préfecture de police de Paris, responsable du maintien de l'ordre public, il était, à la DGSI, non à la DGSE pardon, au renseignement Ouais, extérieur c'est et ça, ouais. il y a Mediapart, qui avait révélé qu'il percevait des enveloppes en liquide de son frère pour, couvrir Bien, les agissements de ce dernier. Donc vous voyez, la corruption en Macronie et l'impunité, au contraire, c'est source de à promotion. la base. Ouais. Exactement et donc quand moi j'ai vu ce flic véreux que j'ai vu plusieurs fois en manif tabasser des gens et qui m'a fait interpeller aussi, notamment pendant la réforme des retraites, il m'a fait interpeller, une dizaine de fois et donc je l'ai vu la dernière fois lors de la marche des néo-nazis là, le 9 mai. J'étais dans les rues de Paris, j'étais avec, 2 amis, je marchais, il y avait plus rien, il était 19 heures et je vois ce commissaire qui se précipite vers moi, dès qu'il m'aperçoit alors qu'il y a vraiment strictement rien dans la capitale, il y a plus aucune manifestation, plus aucun rassemblement et il me dit, tenez-vous bien: «Monsieur Thibault, contrôle d'identité». Déjà, vous voyez à quel point c'est agaçant, donc le mec me demande mon identité alors Ouais, ouais. en me l'énonçant, voilà, je souligne le paradoxe et donc là, il me dit: «Je vais vous verbaliser». Et je veux dire, moi, je passe ma vie à voilà, à bosser et je vais pas me prendre 135 € d'amende parce que je suis dans la rue, j'accepte pas ça et donc je lui réponds: «Bah, c'est logique,
tu fais ton métier de ville sous fifre de l'ordre établi. Et encore une fois, là aussi, on peut faire un peu de français. Ville, ça renvoie, à quelque chose qui te indigne et au vu du personnage, de la corruption, de la violence de ce dernier, vous comprenez l'usage, du terme que j'ai fait et sous-fifre, ça veut littéralement dire personne subalterne, subordonnée Ouais, et c'est mon cas en tant que commissaire et donc le mec, ça lui a pas plu, ça l'a vexé puisqu'il est pas habitué à ce qu'on lui réponde, comme ça et donc il m'a fait placer aussitôt en garde à vue pour, outrage, à personne dépositaire. outrage, bien sûr. Ouais, ouais. Mais J'ai c'est été, vraiment le garde à vue. Non, mais pour terminer ouais, sur cette anecdote qui est assez éloquente et pour ouais, répondre à ta question, ouais. j'ai été déféré au tribunal et ces enflures m'ont mis une ordonnance pénale, c'est-à-dire qu'ils m'ont mis une condamnation sans même qu'il y ait de procès. Alors j'ai contesté évidemment cette procédure parce que j'en suis conscient et je la connais, mais dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les tenants et les aboutissants et donc qui se font condamner sans même un procès et donc j'ai fait appel et il y aura un procès le 10 décembre, 2026 là qui vient et donc ce qui s'est passé pour répondre à ta question, s'il y a des flics qui sont pas agacés, bon, la majorité cautionne et continue à être des petites mains et réprime. Ils font ça avec beaucoup de zèle. Par contre, il y a quand même eu un flic qui était dans le TPI, donc le camion qui m'a emmené au commissariat, qui m'a reconnu, avec qui j'ai discuté un peu et qui m'a dit, et je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Et il m'a dit: «Ah bah oui, Tommy Le Corse, c'est l'omerta». Et donc même quand même au sein d'un policier qui travaille au sein de la préfecture de police de Paris, il admet de ses propres mots que c'est l'omerta qui règne. Et le mec était, effectivement déboussolé que je me retrouve, en garde à vue pour ça. Oui, Reste il y avait rien. reste que tous les flics dans le commissariat, c'était le commissariat du 5e, se sont comportés, de manière, ordurière. Ils ont, procédé, à ma fouille avant même ma présentation devant un OPJ, donc dans leur tête, j'étais de facto placé en garde à vue alors que, en termes de procédure, on doit en amont être présenté devant l'OPJ qui décide ou pas du placement en garde à vue. Donc vous voyez que là aussi, c'est l'arbitraire, l'autoritarisme, absolu. Et quand j'ai contesté, le mec m'a insulté, le flic, donc ça, c'est aussi beaucoup d'humiliation, Ouais. permanente. Si tu l'ouvres, eh bien, ils surenchérissent, et tu sais que tu peux pas avoir raison puisqu'ils ils maîtrisent, les caméras dans le commissariat, ils maîtrisent tout. Ils sont assermentés et leur parole vaudra toujours plus que la tienne en tant que mise en cause. Et les OPJ, quand je suis monté en haut et que je leur ai simplement fait valoir mes droits, se sont, tous, foutus de ma gueule et se sont réjouis de m'envoyer au geôle, dans une geôle à côté de 3 néo-nazis espagnols qui avaient été arrêtés, armés de couteaux le matin même. Et donc c'est là où vous voyez aussi à quel point c'est violent ce traitement-là. C'est-à-dire qu'on nous met l'État me met sur le même plan que des néo-nazis, espagnols venus pour agresser, voire tuer des gens, dans les rues de Paris. Et là, vous voyez à quel point il y a quelque chose de grave et dangereux et que tout ça, ça nécessite de construire une réponse, collective à la hauteur. Justement, la réponse collective, est-ce que tu penses qu'elle peut arriver ou est-ce qu'il y a trop d'hypocrisie finalement et qu'on laisse faire, beaucoup trop facilement? Moi, 10 ans de Macron, ça fait quand même beaucoup. On a l'impression que les gens, rentrent la tête dans les épaules, baissent les regards et essayent d'éviter d'avoir des problèmes, même si, on voit très bien où ça va, hein. Ça va vers une dictature, ça sert à rien de faire semblant et que demain nous serons tous, des Richie Thibault d'une certaine façon si, on n'est pas d'accord ou si, on ose encore défendre notre liberté d'expression. Moi, j'ai peur en fait que ce moment-là, il soit passé et que maintenant, la population ait compris que la peur régnait et qu'il fallait avoir peur. Mais je pense qu'effectivement, et c'est bien connu, je n'invente rien, que les dominants, gouvernent par la peur. C'est Machiavel qui Ouais, le disait et le formulait très bien en son temps, il y a déjà quelques siècles, que la peur était l'outil principal de gouvernance, afin de maintenir la soumission des peuples. Et donc, ça c'est bien connu et c'est l'usage qu'ils en font. Puis la manipulation de masse, la fabrique de l'ignorance et la fabrique du consentement, puisqu'il y a aussi beaucoup de servitude, volontaire. Comme le disait la Boétie, moi j'ai grandi, autour du Périgord, donc c'est un personnage, brillant qui à 17 ans a écrit ce contrat, ce texte, d'une rare puissance, où il avait dit beaucoup de choses, que l'on reformulerait avec moins de hargne et de brio aujourd'hui. Mais ceci étant posé, il ne faut jamais, jamais tomber dans le désespoir et la résignation. Parce que, en ce moment, et c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis plusieurs années, j'arpente le pays
Je savais en 2022 quand j'avais 18 ans, j'ai passé mon bac. J'ai fait un tour de France de 5 500 kilomètres à pied en stop qui s'appelait, «Sur le chemin de celles et ceux qui luttent» et depuis, notamment à travers les présentations de mon bouquin, j'arpente le pays à droite, à gauche, dans des petits villages, dans des villes un peu plus grandes et souvent de fois, je me retrouve dans des discussions où il y a 30, 50, 100 personnes, y compris en Bretagne, où j'ai eu assisté à 2 discussions avec près d'une centaine de personnes, il y a quoi? Il y a 15 jours. C'était extrêmement stimulant et en fait, il y a aussi beaucoup une invisibilisation de ce qui se passe dans le pays parce que le pays est en mouvement, il est en ébullition. La réalité, c'est que personne n'y fait écho, enfin, du moins très peu de gens y font écho. Tu en fais partie, les médias Ouais, alternatifs en font partie, mais la réalité, elle est que la presse dominante occulte totalement les bassins et les foyers de résistance qui existent dans le pays. oui, Le nombre de lieux que j'ai arpentés, de tiers-lieux, d'espaces autogérés, de gens qui font un retour à la terre, à la paysannerie, à travers des fermes collectives, des SCI, et cetera, des gens qui font des initiatives comme ça pour construire des espaces et des îlots de résistance alternatifs à ce système pourri. Il y en a pléthore, il y en a des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers à travers le pays. Je pense qu'une mmh, des tâches politiques qui nous incombent, c'est de confédérer ces espaces et de les confédérer pour que leur donner plus de force. Donc je pense que la résistance, elle est là et qu'il y a aussi une maturité politique extraordinaire parce que quand on a été gilet jaune comme moi et qu'on s'est fait tabasser, insulter, calomnier, mépriser pendant maintenant quasiment, presque 8 ans, eh bien, on a acquis de la maturité politique. Alors, c'est l'histoire et l'histoire, elle est pleine de surprises et je pense que l'insurrection, la révolution, les émeutes, elles sont aussi beaucoup spontanées et qu'il suffit de saisir la perche et de bien l'utiliser et que, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, il peut y avoir ce sursaut, cette opportunité révolutionnaire. Il mmh, faudra juste être capable de bien la saisir parce qu'on l'a eu déjà. On l'a eu pendant les gilets ouais, jaunes. Les gilets jaunes sont la ouais, preuve que c'est possible de renverser la table. Alors à l'époque, beaucoup d'entre nous, on avait la caractéristique commune de manquer d'expérience et de recul politique. Moi, je me souviens des premières manifs sur les ronds-points où on gueulait, pour beaucoup d'entre nous, la police avec nous et une fois c'est vrai. gazés, matraqués et cetera, 6 mois après, les gens, gueulaient: «Tout le monde déteste la police», à juste titre parce que, entre le peuple, et les gouvernants, il y a plus qu'une armée de CRS pour les protéger. C'est Mmh, comme le dit le rappeur et le poète, Kerry James avec beaucoup de force, et donc effectivement, c'est le dernier ce sont le dernier rempart en fait, les CRS, les ouais, forces la violence. de l'ordre avec un grand O, l'ordre établi, pour, protéger les dominants qui sont une minorité. Et ils ne tiennent que, grâce, à cette police, à cette gendarmerie, qui est aux ordres et qui l'a toujours été. Je veux dire, enfin, quand même, la police nationale sous sa forme contemporaine, elle a été créée par, un décret-loi du maréchal Pétain et Absolument. ça en dit beaucoup et la forme institutionnelle, est restée la même. Il y a Mmh, pas eu de refonte de fond, et donc pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, voilà, il faut, tenir le cap, il faut tenir la ligne et à l'époque des gilets jaunes, pour finir mon exemple, on a été trop gentils. On a été trop gentils au début. Je me souviens, on avait une puissance de dingue. On avait des centaines de milliers de personnes dans la rue et on a encore cru, on croyait pour beaucoup d'entre nous encore au dialogue, et à la possibilité du compromis. Or aujourd'hui, avec ce qu'on s'est pris à la figure littéralement, on sait qu'il y a pas de compromis possible, il y a pas de dialogue possible et qu'il faut leur rentrer à la figure, qu'il faut tout prendre, qu'il faut avec des Fenwick enfoncer les portes des ouais, ministères et de l'Élysée, et donc ça, maintenant on l'a dans la tête et je pense que si demain et j'en suis convaincu parce que c'est le sens de l'histoire, il y a de nouvelles opportunités comme le mouvement des gilets jaunes et il y en aura d'autres, cette fois-ci, il va falloir aller au bout du processus et il va falloir y aller avec force. Moi, je le dis aujourd'hui, ça me vaudra peut-être un nouveau procès, ce que je vais dire dans ton émission, Alexis, mais on est là pour dire ce que l'on pense, et on est prêt, à l'assumer. Aujourd'hui, face à Macron, face, à ce système, face à tous les larbins de ce système de la classe politicienne, il faut, organiser, méticuleusement, une révolution, une série d'insurrections pour prendre le pouvoir, pour que les classes populaires, pour ceux qui font tourner le pays, puissent être aux manettes de ce pays. Et voilà, c'est d'une légitimité absolue. Le droit à l'insurrection, il est même conféré par, consacré par, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand, le gouvernement écrase le peuple, le maltraite, maltraite les peuples, eh bien, la révolte, l'insurrection est un devoir et c'est aussi une histoire de dignité. Je veux dire, ouais, n'acceptons de respect, ouais. marche n'acceptons plus de se faire cracher à la figure, de se faire humilier par ces politiciens encravatés qui, tout beau, tout fiers d'eux sur les plateaux télé, nous parlent comme si nous étions de la merde. Je veux dire, ces gens-là, aujourd'hui, il faut que la peur change de camp.
Il faut que, concrètement, les choses tourneront parce que nous sommes la majorité, ils sont une minorité, il faut les destituer pour qu'advienne, un bonheur collectif et le règne de l'intérêt commun. Bah, évidemment, il y a ce problème de la loi par la violence, hein. Moi, ce que je trouve, évident, c'est que je l'avais dit assez rapidement que Macron était le président de la violence. Il l'utilise bien plus encore que les autres et d'ailleurs, c'est sous Hollande, hein, qu'on a commencé à voir ces forces de l'ordre extrêmement violentes, contre des militants écolos, contre Nuit debout et cetera. Et ça aujourd'hui, il faut le rappeler, la violence, elle est du côté du pouvoir, elle n'est pas du côté de ceux qui manifestent pour une vie digne. Et tu as raison de dire que c'est un problème de respect. Maintenant sur la question de l'organisation, effectivement, ça paraît compliqué de dire: «On va, demain, aller faire», on a l'impression que tout est quand même extrêmement bien bordé, extrêmement bien, cadenassé, que ce soit, le recrutement, les stocks de LBD, les chars pour répondre à l'insurrection, l'Eurofor, hein, une force de police européenne et pas seulement française. On sent que tout l'effort en fait des gouvernants, c'est de s'assurer une maîtrise du pouvoir avec à la fois un jeu démocratique totalement tronqué. Ce qu'on va voir là pour 2027, c'est une élection sabotée par le DSA européen et par le parti unique qui ne veut pas perdre, donc qui va utiliser toutes les manigances possibles pour truquer cette élection. Et puis de l'autre côté, en cas d'insurrection, une réponse ultra-violente qui peut aller très loin. Mark Rutte, président, qui était Premier ministre des Pays-Bas, n'a pas hésité à faire tirer, hein, sur des manifestants à balles réelles. Il a été récompensé, il est patron de l'OTAN. Mmh. Là où tu dis, ce que tu dis, pardon, Alexis, est très juste, c'est qu'il y a eu une série d'insurrections, on peut dire avortées, ces dernières Oui. années et que suite à ça, le pouvoir a densifié son appareil répressif et coercitif. Et donc ils ont aujourd'hui des moyens impressionnants et colossaux, Mmh. colossales, pardon. Et donc face à ça, on doit, être capable d'avoir une réflexion stratégique et tactique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et là aussi, il faut c'est des lieux communs que je vais peut-être sortir, mais plutôt que de faire une manifestation où tu as 1 000 000 de personnes, c'était le cas pendant la réforme des retraites en Mmh. 2023, de Bastille à Nation dans un cortège docile, bien entouré, négocié en amont avec les autorités. Je veux dire, quand tu veux faire la révolution, tu négocies pas la révolution avec ceux que tu veux Ah, c'est défaire. sûr. Je veux dire, Oui. c'est quand tu vois des manifestations pour renverser le pouvoir qui sont, négociées, avec ce même pouvoir, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. C'est un peu, voilà, le serpent qui se mord la queue. Enfin, c'est, absolument idiot. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est leur rentrer dans l'art. Moi, j'ai déposé là avec 2 camarades une déclaration de manifestation, non pas parce que je vais déclarer la révolution, mais par provocation, devant le palais d'Élysée, le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, le 14 juillet. Parce que le 14 juillet célèbre quand même une émeute populaire, la prise de la Bastille. Ils l'ont transformé en sinistre défilé militaire, mais ça célèbre quand même une émeute populaire initialement le 14 juillet. Et donc j'ai mis dans l'objet du rassemblement, si je vous dis pas de bêtises, rassemblement pour célébrer la prise de la Bastille et contraindre Macron à l'abdication. Et je l'ai déclaré donc le 14 juillet de 14 heures à minuit devant le 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, donc devant le Palais d'Élysée. Et cette manifestation sera évidemment refusée. Ah Mais oui. voilà, on est quand même dans une logique de confrontation et Oui, on oui. montre à quel point le pouvoir est arbitraire, à quel point l'histoire aussi est dénaturée. Et c'est pas une manifestation, voilà, à la place de la nation complètement, déconnectée des lieux de pouvoir. Et donc, Mmh. j'en profite pour lancer un appel quand même parce que beaucoup de gens l'ont oublié, mais le 14 juillet, ce 14 juillet, c'est le dernier 14 juillet, a priori et vraisemblablement de Macron et il en profite pour inviter, tous ses villes copains et pour faire le plus grand, défilé militaire de ces dernières années, dans une logique belliciste et belliqueuse. Et il va également faire défiler et ça c'est particulièrement blessant et écœurant quand on était gilets jaunes, la Bravem, hein, Ah ça, c'était c'est honteux. Ouais. ils ont recyclé les voltigeurs qui avaient tué Malik Oussekine et donc ce sont des vrais, pour le coup, pourritures. Je suis désolé, ce terme est récurrent, mais j'ai dans ma bouche, mais je veux dire, je peux pas désigner ces gens-là autrement. Et donc il faudrait collectivement qu'on fasse une réponse et qu'on rappelle que le 14 juillet célèbre une émeute populaire et que ce 14 juillet, comme on l'avait fait en 2019 avec mes camarades gilets jaunes, on aille huer copieusement sur les Champs-Élysées, monsieur Macron et voir si on a plus d'énergie, qu'on s'inscrive dignement dans les pas du 14 juillet 1789. Donc Mais voilà ce que est-ce qu'on peut accéder aux Champs-Élysées pour le 14 juillet ou est-ce que ça va être un espace quadrillé? Toi, si tu veux y aller, tu es arrêté immédiatement. Jérôme Rodriguez, ça va être pareil. Enfin, j'imagine que là,
Autrefois, il y avait des défilés populaires le 14 juillet. Là, depuis que c'est Macron, il vide les Champs-Élysées de tout le monde et c'est des gens qui sont choisis, castés, filtrés qui peuvent, accéder. Non, non, mais c'est clair, mais moi, tous les 14 juillet, ces derniers 14 juillet, j'ai fini soit en garde à vue, enfin, il y a Voilà, 2 ans, il y a 3 ans, pardon, j'avais fini donc en garde à vue, juste parce que je me retrouvais sur le bord de Champs-Élysées derrière les grilles. Une compagnie entière de CRS était venue m'interpeller. J'étais tout seul. C'est pour vous dire à quel point c'est dingue il y a 2 ans de ça, j'ai été suivi, il y a mon camarade Enzo Raboui, journaliste et reporter qui avait filmé ça, par 2 mecs du renseignement de la préfecture de police de Paris jusqu'à 14 heures, qui m'ont suivi, y compris dans un café dans le secteur des Champs-Élysées et qui m'empêchaient, d'approcher le secteur. Donc bien ouais, sûr, c'est pas donné, et bien sûr que certains pourraient dire que c'est inutile, mais c'est plein d'utilité au contraire. Ça parce que même si c'est des actes individuels ou qui sont, pas forcément, impressionnants par leur nombre, ça permet de montrer quand même qu'il y a des petits cailloux dans leurs chaussures. Ça permet de montrer ouais, qu'il y a toujours de la contestation et ça, c'est important symboliquement en termes d'émulation et donc même si je suis tout seul et je sais qu'on ne sera pas tout seul et qu'on sera nombreux, je me rendrai sur les Champs-Élysées. Quitte à me faire arrêter, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est de montrer, qu'on se laisse pas marcher dessus, qu'on se résigne pas. Parce que si on part du principe qu'on va se faire arrêter et que donc il faut pas y aller, ben on fait rien. Bien sûr que quand tu fais une révolution, bien sûr que quand tu veux défaire un ordre établi, tu en prends plein la gueule. Je suis désolé les copains, mais quand tu bénéficies d'autant de privilèges que, la bourgeoisie dominante, tu vas pas, laisser, les gens te les voler ces privilèges-là, te les reprendre du moins, pour utiliser c'est une ça, expression ouais. plus appropriée. Je veux dire quand tu bénéficies, d'une omerta, d'une condition sociale privilégiée, tu vas t'y accrocher avec force et donc pour ça, tu vas faire couler le sang pour la garder. Donc bien sûr qu'il va y avoir perte et fracas. Dans toute révolution, c'est le cas, du moins dans la plupart d'entre elles. Mais, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a plus à perdre qu'à gagner? Et aujourd'hui, franchement, on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. On a notre dignité à gagner, on a notre honneur, on a le respect des nôtres à gagner. Je veux dire le nombre de vieux qui, crèvent avec des pensions de misère, qui sont Ouais, maltraités, dans des EHPAD, l'hôpital public qui part, mais vraiment à volo. Où il y a en France, quand même une des plus grandes puissances mondiales, des gens et pas forcément des grabataires qui meurent faute de soins dans les couloirs des hôpitaux. Voilà où on en est rendu. Donc bien sûr qu'on a beaucoup plus, à gagner qu'à perdre et donc profitons de ce 14 juillet pour se mobiliser et si on le peut, soyons optimistes, leur faire un coup de pied au cul. Dans tous les cas, il faut, ne pas lâcher l'affaire, il faut, susciter de l'émulation, de l'agitation. Moi, le rôle qui est le mien et je le revendique ainsi en toute humilité, mmh. c'est d'être agitateur de conscience, d'agiter les consciences, de provoquer. Alors peut-être que parfois on peut juger que, les mots que j'utilise ne sont pas les plus opportuns, on peut être en désaccord sur le fond avec moi, mais le débat, il doit se passer dans l'arène politique, dans le débat des idées, il ne doit pas être judiciarisé et criminalisé. Voilà le message que j'avais à faire passer en ce sens. Eh ben, merci beaucoup, Richie. On rappelle le procès, c'est mercredi 8, au tribunal Porte de Clichy à 12h. Si vous voulez être présent, eh ben, vous pouvez y aller et il y a la cagnotte qui est en bas qui s'affiche. Ma caméra a figé, mais il y a le son, donc c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, Richie. On reparlera, bah, des suites, hein, de ce procès évidemment et puis de ton livre aussi, et cette cause, importante aussi sur, l'invisibilisation, de la façon dont ont été traités dans ce pays les gens du voyage depuis des années, et qui n'ont d'ailleurs qui est toujours, assez scandaleuse quand on voit les histoires, systématiques avec les airs, des gens du voyage, la façon dont les maires réagissent. Il y a un vrai sujet là aussi, de dignité et de respect de la personne humaine. Merci beaucoup, Alexis. Je veux juste terminer, en parlant de voyageurs, en citant un grand résistant de chez nous, qui s'appelait Raymond Gurem et qui a participé, notamment à détourner un camion, de ravitaillement au profit d'un maquis durant la Seconde Guerre mondiale, malgré les Ouais. persécutions qu'il subissait avec sa famille. C'était Raymond Gurem et il disait cette formule que j'ai fait mienne, il disait: «Ils ont eu la graisse, ils n'auront pas la peau». Voilà sur quoi je voulais terminer. Eh ben, merci beaucoup et à très bientôt et n'hésitez pas, toutes les infos sont en commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous au Monde Moderne et soutenez bien sûr toutes les initiatives d'émancipation et de respect. Merci Richie, à bientôt. À bientôt.